Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette et merci d'être là. Si vous inscrivez l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast, vous pourriez donner 100 $. Inscrivez-le sous le podcast dans la section commentaires sur YouTube, sur la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube. Ça ferait notre affaire aussi si vous pouviez partager le podcast ou juste thumbs up que vous aimez, liker le podcast, ça nous aiderait énormément. Petit commercial pour aider la maison Mathieu Froment-Savoie puis d'autres maisons de soins palliatifs. Le 15 mai, il y a une grosse soirée. Il va arriver deux affaires. Premièrement, c'est le vin fromage traditionnel. Vous pourriez acheter votre boîte pour quelques centaines de dollars. C'est un vin fromage virtuel. Vous pourriez aider la maison puis faire participer à une belle soirée. Puis la deuxième chose qui va se passer le 15, c'est aussi le résultat ou le tirage de l'auto-voyage. Puis ça, c'est assez extraordinaire. 17 prix, 100 000 $ à gagner. Il y a seulement que 5 000 billets en circulation. Vous pouvez acheter le vôtre directement sur le site web de la maison, par exemple, Mathieu Froment-Savoie. Ça coûte que 100 $, puis vous avez une chance sur 5 000, puis tu as 17 prix, fait que c'est plus que ça, de gagner. Écoute, d'extraordinaires voyages. Celui qui me tente beaucoup, moi, là c'est le Rocky Mountaineer, c'est le train qui passe à travers les Rocheuses. C'est un voyage de rêve, semble-t-il, et c'est dans notre course au Canada. Alors ça serait tiré, donc le 15 mai prochain, pour donner un petit coup de pouce aux maisons de soins palliatifs, et ils en ont bien besoin. Bon, aujourd'hui, je vais faire un peu différent. Habituellement, je prends un sujet, puis je vous en parle pas mal. Je le décortique. Aujourd'hui, méli-mélo. J'y vais avec 4 sujets différents. Puis je vais essayer d'y aller là, assez rapidement. Puis je vous le dis tout de suite, s'il y a un sujet qui ne vous tente pas, allez dans la description, puis vous allez voir que chacun des sujets, je vais avoir mis le temps exact où je commence à parler de cela. Bien, allez directement à 2 minutes 40, par exemple, passez à la première minute, puis allez à 2:40 si c'est le premier sujet qui vous intéresse. C'est un exemple que je vous donne. OK? Fait qu'on y va. Les 4 sujets, je vais vous parler de la semaine rouge foncé prolongée de François Legault. Je vais vous parler de la contribution fédérale pour les services de garderie, en lien avec le budget de cette semaine, bien sûr. Je vais vous parler du jugement du tribunal concernant la loi 21, la loi sur la laïcité, puis je vais vous parler de la fameuse ville de Gatineau et des nouveaux modèles de rues qu'on veut implanter et qui sera adopté à la fin de l'été par la ville de Gatineau. Bon, tout d'abord, rapidement sur la question de la pandémie. M. Legault, hier, a annoncé que pour les 3 régions, incluant l'Outaouais, on était pour repousser d'une semaine les mesures, on était pour garder en place les mesures très sévères de rouge foncé, les écoles fermées, les commerces non essentiels fermés, etc. Puis l'Outaouais, on en a une couche de plus là, avec la fermeture des frontières. Bon, 2 commentaires par rapport à ça. En fait, 3 commentaires par rapport à ça. 1, c'était assez prévisible. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde, moi le premier, qui tombe en bas de notre chaise en entendant le premier ministre. Les taux de positivité sont très élevés en Outaouais. C'est 10-11 %. Sur 100 tests, il y en a 10-11 qui sont positifs. Ailleurs, au Québec, c'est 3. Ça, c'est un facteur inquiétant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de contamination communautaire. Donc, on n'est pas étonné. Premier commentaire. Deuxième commentaire, moi, je pense que ça a du bon sens. Dans le contexte de l'Ontario, je pense qu'on se serait donné plus de problèmes que de solutions, de lever ça trop rapidement, puis de garder une autre semaine de plus, considérant les mesures en Ontario. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le troisième commentaire est plus général. On sent manifestement un effritement de l'appui de la population aux mesures de contrainte. Beaucoup de monde, avec leur tête, disent « oui, on a besoin de ça », mais dans leur trip, ils sont plus capables. J'entends ça. Et j'espère que le gouvernement le sent également. Je pense que oui. Il y a des affaires qui ne marchent pas, là. Tu sais, quand j'entends qu'on va avoir un gala de boxe au Hilton à Québec, quand on ferme nos petits commerçants, quand on nous empêche, on nous enlève des droits constitutionnels de se promener, d'écoute, on ne peut plus sortir de la province. Mais le hockey junior marche, un gala de boxe, en quoi c'est essentiel, un gala de boxe dans une des régions comme nous autres. Pendant ce temps-là, on fait mourir des commerçants. C'est dur à suivre. Puis moi, je sens que de plus en plus, là, les gens disent « non, là, c'est assez. » Puis quand je parle depuis le début de l'incohérence, là, on va voir ce qui va arriver avec le Grand Prix. Là, on nous annonce que les festivals d'été, ça se dit ça, pas des festivals, des festivals d'été
devrait pouvoir avoir lieu à l'extérieur à la fin de l'été. Des bonnes nouvelles, mais en autant que le reste suive, par exemple. Alors, mon commentaire, c'était, je pense que le gouvernement doit être très, très, très sensible au fait que l'adhésion de la population ne tient qu'à un fil. À l'arrivée du beau temps, puis en prolongeant des mesures sévères, en montrant de plus en plus d'incohérences. Il me semble que là, on croit de moins en moins dans le discours. Quand il nous dit « oh, je vais faire telle mesure pour une semaine », il n'y a plus un Québécois qui croit à M. Legault. Il a perdu le capital de sympathie sur la crédibilité. Il y en a beaucoup qui passent l'éponge. On disait « c'est pas de sa faute, il fait de son mieux ». Je comprends ça. Il en demeure pour moi que le capital de sympathie, il l'a perdu sur la crédibilité. Parce qu'on ne croit plus dans ce qu'il nous dit, là. On l'applique, on pense que ça... On est obligé de faire ça. Mais quand M. Legault dit « hey, un dernier petit coup », comment? Ça, c'est comme le chèque est dans le mal. T'sais. Ça, c'était mon premier sujet. OK. Deuxième sujet, garderie. Là, c'est important, là. Quels sont les faits? Les faits, c'est que le gouvernement fédéral a annoncé dans le budget que le fédéral était pour mettre de l'argent sur la table pour développer, déployer un système de garderie à coût modique, à prix modique, 10 piastres par jour, partout au Canada, sur le modèle du Québec. Dans ce genre de programme-là, le fédéral donc reconnaît que le Québec en a déjà un et offre une pleine compensation sans condition pour que ça soit équitable. On ne peut pas juste dire, ben là, toi, le Québec, tu l'as déjà, je ne te paye pas. Là, on criera au loup. Alors, pour que ça soit équitable, ben, il y a des provinces qui vont recevoir des garderies à faible coût, puis nous autres, on reçoit un chèque. On va recevoir sur une période de temps là, 6 milliards de dollars. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Il va y avoir une entente de signer. Puis il n'y a pas de condition, 6 milliards de dollars. Ça, c'est le bout fédéral. Moi, je veux surtout vous parler du bout québécois. Présentement, Mathieu Lacombe, notre ministre régional, là, avoue qu'il n'a créé que 2000 places depuis qu'il est là. Présentement, au Québec, sous la CAQ, on a perdu plus de places qu'il en a été créées à contribution réduite. Et, au moment où on se parle, même Mathieu Lacombe dit qu'il y a environ 50 000 enfants qui auraient droit, donc les parents, droit de bénéficier des places à contribution réduite qui n'ont pas de place. Puis là, il faut qu'ils payent le gros prix. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le gouvernement du Québec a annoncé que même avec 6 milliards sur quelques années, 6 milliards du gouvernement fédéral, il n'était pas question pour lui de prendre les 6 milliards de dollars pour compenser donc les places en garderie, puis le mettre dans les services de garde. Il va en prendre un bout, puis il va les mettre dans les services de garde, mais il va prendre le solde, donc, je sais pas moi, 4 milliards, 5 milliards, puis il va mettre ça dans les autres missions de l'État. Donc, le fédéral fait un chèque parce que nous autres, on a un service de garde. Alors, là, ailleurs, il va implanter le service de garde. Nous autres, on a 6 milliards parce qu'on a déjà un service, mais le gouvernement, par choix politique, au lieu de prendre 6 milliards pour compenser le manque de place puis créer des places, dit non, 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 on en met déjà assez, on va en mettre des grenailles, puis le solde, je vais les envoyer dans les autres missions de l'État, notamment sur le service de la dette, en santé, etc. Ce que je veux vous faire voir ici, là, c'est que c'est un choix politique de ne pas régler la question des places en garderie. C'est un choix politique. Certains, ceux qui pensent comme le gouvernement, pourraient dire « Mais non, mais c'est pour on a 6 milliards pour compenser déjà ce qu'on a mis dedans. » Mais on l'a mis dedans. Fait que le 6 milliards, on n'est pas pour le remettre dedans, on peut le faire. On a pris de l'argent des autres missions pour faire les garderies. Alors, compensons les autres missions de l'État. Une façon de voir ça. L'autre façon de voir ça, c'est de dire « Écoute, on a 6 milliards qui est destiné à des garderies ailleurs, puis on a un problème de garderie, d'accessibilité aux garderies. Voilà l'occasion en or de prendre 6 milliards d'argent neuf. On déshabille aucune mission de l'État, puis on prend 6 milliards, puis on règle les places en garderie. » Ça, c'est un choix politique, puis le gouvernement décide de faire un choix inverse, de ne pas régler. Parce que, pourquoi? Est-ce que Mathieu Lacombe n'est pas assez fort au Conseil des ministres pour les convaincre? Ça, c'est possible. Alors, on a décidé de garder des listes d'attente. Et une liste d'attente en service de garde, c'est aussi nono que à l'aide sociale. Quand tu respectes les critères de l'aide sociale, puis tu t'en vas au guichet de l'aide sociale, on ne dit pas « j'ai plus de budget cette semaine » ou « le mois est passé, tu reviendras ». Non. Tu as droit, tu l'as. Pas une question de budget. Alors que, pour les garderies,
Tu as un enfant, tu y as droit, puis on dit, ah ben, tu t'es pas prêt assez d'avance. Il aurait fallu que tu réserves ta place quand tu as commencé à avoir une pensée cochonne pour faire un petit. C'est à peu près ça que ça prend pour avoir une place en garderie à contribution réduite. Donc, le point que je veux faire, c'est que le gouvernement est en train de nous dire, je reconnais le problème, je reconnais le manque de place, et non, ce n'est pas une priorité. Je ne mettrai pas l'argent nécessaire pour le régler, alors que je l'ai l'argent nécessaire pour régler ça. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Le troisième point, troisième sujet, la fameuse loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, qui dit que policiers, enseignants, juges, gardiens de prison, personnes en autorité ne peuvent pas avoir de signes religieux. Alors, une dame ne peut pas avoir une petite croix dans le cou pour enseigner à l'école du Marais, ne peut pas avoir hijab, etc., etc. Je trouve la loi épouvantable, personnellement. Je trouve que c'est épouvantable. Le gouvernement me donne tellement raison que déjà dans la loi 21, on a dit, on sait pas mal que c'est pas constitutionnel, fait qu'on va utiliser la clause nonobstant. On va dire, nous autres, on le sait que la Constitution empêche ça, là, la Charte des droits empêche ça, mais à cause de la clause nonobstant, on dit, on utilise un bouclier pour dire, je m'en sac. C'est allé devant le tribunal, il y a eu un jugement hier. Le jugement dit essentiellement, on va regarder ça sous 3 angles. On va regarder ça sous l'angle de la démocratie. On va regarder ça sous l'angle de la langue. Puis on va regarder ça, langue éducation, puis on va étudier ça sous l'angle de vivre ensemble. Le jugement dit, sur la question du vivre ensemble, ça respecte pas les tribunaux, la charte, mais le gouvernement a utilisé le bouclier, donc il dit la charte, je m'en sac, ça s'applique. OK. Pour les 2 autres volets, éducation, langue et démocratie, on ne peut pas utiliser la charte, la clause non-obstant pour se prémunir de ça, pour protéger une loi de cela. Donc, ça s'applique. Et le tribunal dit, essentiellement, ben, ça ne s'appliquera pas aux élus. On ne peut pas empêcher un élu de siéger avec une croix dans le cou. Puis 2, pour ce qui est des commissions scolaires anglophones, ça ne s'appliquera pas. C'est surtout de ça que je vais vous parler. Alors, ça va aller en appel, on n'a pas fini d'entendre parler de ça, puis ça va revenir en campagne électorale, ça aussi, je reviens. Mais sur la question de l'éducation, moi, j'ai trouvé Simon Jolin Barrette tellement hypocrite, là, de dire que c'était épouvantable parce que ça divisait le Québec en 2 en fonction linguistique, puis commission scolaire, etc. Attends une minute, là. Simon Jolin Barrette, monsieur le ministre, juste 2 petits commentaires. Ce qui divise le Québec, c'est votre loi. Et quand vous faites des commentaires comme à l'effet que le Québec est divisé, commission scolaire anglophone puis francophone, puis là, c'est plus le même traitement, je vous rappellerai que c'est votre gouvernement qui a décidé d'avoir du 2 poids, 2 mesures dans les commissions scolaires. En gardant les commissions scolaires intégrales pour les anglophones, avec des élections scolaires, puis vous les avez abolies au Québec. C'est vous qui avez divisé le Québec en matière linguistique, en éducation. C'est sous votre régime de la CAQ que vous avez fait ça, pas les tribunaux qui vous ont forcé à faire ça. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler de ce sujet-là, surtout que je suis tellement déçu de la position du Parti libéral du Québec et de Dominique Anglade, position dans ce dossier-là qui, à mon sens, n'a ni queue ni tête, qui fait preuve de lâcheté politique incommensurable, qui fait preuve d'un manque de valeur libérale. Ça paraît que c'est une ancienne de la CAQ. Et ce qu'elle dit, Dominique Anglade, c'est que, ben, pour elle, elle va simplement ne pas reconduire la clause non-obstant dans 5 ans, puis les tribunaux décideront. Je m'explique vite, OK, là-dessus? La loi 21, il y a un paragraphe qui dit « J'utilise nonobstant pour le vivre ensemble ». Ça, cette clause-là, ça s'appelle une clause crépusculaire. C'est-à-dire qu'après 5 ans, elle va tomber, puis il faut que l'Assemblée nationale revote cette clause-là. OK? C'est pas à vie, ça dure 5 ans. Madame Anglade, ce qu'elle dit, elle, c'est « Ah, moi, je me prononce pas sur la loi. Elle était contre, là, mais là, je suis plus contre, là, je ne sais plus ce que je suis. Ce que je vous dis, moi, c'est que sous un gouvernement libéral,
il n'y aura pas de reconduction de la clause. La loi va rester là, par exemple. Ce qu'elle veut dire, donc, c'est que la loi va rester là, on va enlever le bouclier, puis elle va souhaiter, on pense, que quelqu'un conteste à nouveau la loi, sans bouclier qui s'appelle la clause non-obstant, puis que là, les tribunaux, probablement, diront, ça ne respecte pas la charte, c'est pas constitutionnel, donc on casse la loi. Et là, Dominique Anglade dirait aux Québécois, voyez-vous, le tribunal a dit qu'on ne peut pas l'appliquer, fait qu'on va l'enlever. Quelle lâcheté! Alors qu'elle sait très bien que ça ne respecte pas, c'est pour ça que la clause est là. Le tribunal vient encore de le dire, alors qu'elle pourrait dire, moi, je vais casser la loi. Je vais l'annuler, la loi. Je vais abolir la loi. Elle pourrait dire ça, mais elle n'a pas le courage politique de le faire. Le résultat pour les libéraux, c'est quoi? Bien, ils perdent à peu près tous les appuis régionaux francophones qui pensent que la loi 21, c'est une bonne loi. Puis elle perd probablement les appuis traditionnels libéraux qui disent, t'as une minute là, la primauté du droit, les libertés individuelles, les valeurs de Claude Ryan, pourquoi je suis un libéral, qu'est-ce que ça veut dire d'être libéral? Voyons donc, tu peux pas juste laisser les tribunaux puis abdiquer ton devoir de gouvernance comme première ministre. Tu peux pas juste dire ça, tu peux pas juste dire, on verra bien ce que les tribunaux vont dire alors que tu es législateur. Les tribunaux interprètent les lois que tu votes. Et là, elle renverse ça en disant, il y a une loi qui est là, m'a enlevé le bouclier, puis un juge décidera comment on devrait gouverner les affaires au Québec. C'est de la pure lâcheté, et sur cela, juste sur cela, elle n'est pas digne d'être première ministre. Elle n'a pas le guts, elle n'a pas le courage, elle n'a pas de conviction d'aller au bout, puis de gagner ou de se faire battre sur des valeurs. Pas sur des manigances de « oh ben je vais laisser ça mourir », etc. Je suis tellement déçu de Dominique Anglade. Honnêtement, là, je suis plus déçu de Dominique Anglade que du gouvernement de la CAQ, qui, eux autres, je compte ça à mort, je trouve c'est épouvantable ce qu'ils font. Mais au moins, ils ont le courage de le faire. Puis ils seront jugés. Ils seront jugés pour ça. Mais pas Dominique Anglade, elle n'a même pas le courage. Elle va être jugée, mais pour son manque de courage. Dernier point, quatrième sujet. Gatineau a avancé hier sur les nouveaux modèles de rues résidentielles. Puis là, on veut mettre des gros trottoirs, on veut mettre des pistes cyclables, on veut mettre des arbres, on veut pas mettre beaucoup d'autos. La pire affaire pour une rue, c'est un auto, là, selon Maude Marquet-Bissonnette, la candidate à la chefferie, en fait, la candidate d'Action Gatineau à mairie. Là. Comme si elle était capable d'enlever les autos partout ces rues, là, je pense qu'elle le ferait. Là, elle a vu donner tellement de misère. Mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est que tous reconnaissent, sans le chiffrer, puis c'est de cela que je veux vous parler, que en imposant ce nouveau modèle de rue dans un nouveau développement, ça va prendre plus de place sur le terrain. Plus de place veut dire moins de rentabilité sur le développement, parce qu'on va vendre moins de terrain, moins de pieds carrés de terrain, ce qui veut dire que le coût et de la construction de la route, mais du manque à gagner de pieds carrés à vendre, va faire en sorte que les terrains qui vont rester vont tous coûter plus cher. Ça va créer donc un coût supplémentaire aux résidents qui vont acheter une maison là. Et c'est de cela que je veux vous parler. La Ville est en train d'avancer vers ce sujet-là en n'ayant aucune idée c'est quoi ce coût-là. Elle ne sait pas ça va être quoi l'impact pour l'acheteur. Je veux vous rappeler que déjà à Gatineau, quand vous achetez un terrain dans le milieu urbain, bien, dans votre prix de terrain, l'entrepreneur vous a facturé déjà tous les services municipaux dans la rue, pas la Ville qui paye ça, là. Égouts, aqueduc, c'est pas la Ville, c'est vous dans votre prix de terrain. L'entrepreneur est responsable de faire la rue, la fondation de la rue, les couches d'asphalte, les bordures, les trottoirs, les lampadaires. Le promoteur paye tout ça, là. 100% de la facture, c'est le promoteur. Pas le promoteur pantoute. Et vous la refile, cette facture-là, sur le coût du terrain. Fait que c'est sûr que ton coût du terrain est plus cher. Puis là, tu mets la maison dessus. Ah oui, j'oubliais. Puis Gatineau impose l'enfouissement de fil. Fait que ça, c'est des milliers de dollars, parce qu'on exige que ce soit Hydro-Québec qui fasse ça. C'est des milliers de dollars de plus sur le coût du terrain. Puis qu'au final, ça se ramasse dans le prix de la maison. Hey, une belle maison coûte 350 000.
Mais si j'enlève le coût de tout ce qui est en avant de la maison, puis que c'est un one-shot, c'est pas sur une taxe d'admiration locale, c'est one-shot, c'est sur le prix du terrain, l'enfouissement de fil dans le cours, par voie donc, c'est que la maison coûte pas mal plus cher. Quand la maison coûte pas mal plus cher, ça veut dire que ta mise de fonds, de départ, est pas mal plus haute. Ce qui veut donc dire que il y a de moins en moins de gens qui sont capables d'arriver à acheter une première maison à Gatineau, ce qui crée quoi? Ce qui crée de l'étalement urbain, parce que là, une ville comme, ben là, écoute, pour une belle maison, je chauffe 30 000 $ à Cantley, parce que, oui, ma rue est pas super belle en avant, mais je suis capable de me l'acheter à la maison, je chauffe 40 000, puis c'est pas si pire, Cantley, puis ben Val-des-Monts, puis ben, finalement, tu ressauts, c'est pas grave, je suis en télétravail. La conséquence de ça, c'est de l'étalement urbain. Puis je vais en rajouter une couche. Si ce n'était pas grâce à l'APCHQ puis aux tribunaux, il y aurait les frais de croissance. Frais de croissance qui n'ont pas été chiffrés par Gatineau, qui ne sont pas démontrés, qui font fi de l'apport d'une nouvelle construction dans la ville, qui parlent juste de « ouais, mais ultimement, ça va me coûter une bibliothèque de plus ». Et d'ailleurs, j'aurai la chance de revenir que c'est toute de la foutaise là, sur ce genre de choses-là. Mais si Gatineau avait eu raison en plus, ben, il y aurait eu des frais de croissance qui sortiraient Gatineau du marché, seulement que les riches personnes seraient capables d'acheter une maison, ce qui crée encore plus de rareté du logement. Donc, pénurie de logement veut dire hausse du coût des loyers et des maisons, puis étalement urbain. Puis pourquoi ça fait l'affaire de Gatineau? Ben, imaginez, parce que pour la même maison, pour le même service municipal que je donne à la maison, vu que les taxes municipales, c'est en fonction de la valeur de la maison, plus que la valeur est chère, plus que c'est payant pour Gatineau. Fait que Gatineau, il s'en sac, il a gardé les valeurs basses. Pourquoi? Parce que pour la même maison, si elle vaut plus cher, c'est plus payant, tant en termes de taxes municipales que de droits de mutation à l'achat ou à la transaction d'une maison. Alors, c'est très certainement le fun de penser d'avoir de très belles routes, puis écoute, des arbres matures, puis large comme trottoir, chaque bord, puis des pistes cyclables, puis mais plus que j'enlève de terrain développable, plus que j'augmente mes coûts, puis je vous ai fait la démonstration. Il y a tellement une insouciance sur ce côté-là. Moi, je pense qu'il faut faire au moins le travail des deux colonnes. Je suis d'accord d'embellir la ville, c'est tellement laid. Je suis d'accord. Mais il faut trouver l'équilibre aussi avec un point de rupture sur le coût de l'achat. Puis il faut faire cet exercice-là avec des développeurs, pas des rêveurs ou des rêveuses à la mode Marquis-Bissonnette. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, moi, aujourd'hui, sur beaucoup de sujets. Alors, Méli-Mélo est mon indice du jour. Méli-Mélo est mon indice du jour. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut!